Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Lors du dernier épisode de Génération Éco, nous avons découvert plus précisément ce qu'était l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Si vous n'avez pas écouté la première partie de l'épisode consacré à cet établissement public français, je vous invite à aller l'écouter de ce pas. Mais vous pouvez bien entendu écouter ce deuxième épisode en premier avant d'aller écouter le précédent. On retrouve à mon micro Agnès Breitenstein et Jean-Louis Berger, respectivement l'ADRH et le chef de projet Transition 2050 de l'ADEME, dans cette deuxième partie. Bonne écoute. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations ont une fibre un peu éco ? Alors derrière éco, on peut mettre plein de termes, plein de mots, mais à votre avis ? En fait, moi j'ai pas la réponse parce que je pense, moi j'ai pas vu de travaux un petit peu sérieux qui nous permettent de dire si c'est un phénomène de quelques-uns, quelques-unes, ou si c'est quelque chose qui grossit. Alors, moi je me méfie parce que nous ici, on l'a dit, une grosse partie des personnes qui sont embauchées ont fait des études supérieures, en général bac+5, doctorat. Et à minima, les personnes qui s'occupent de gestion sont en bac+2, donc on a des gens qui ont fait un cursus post-bac qui peut être un peu différent, qui ont des visions, des choses qui peuvent être un peu différentes des autres, sans pour autant caricaturer, c'est pas du tout mon propos. Mais moi, je sais pas. C'est sûr que la société est différente, et donc effectivement, il y a une partie des jeunes qui se posent des questions que moi, je ne me posais pas quand j'avais leur âge, parce que la société n'était pas la même. Est-ce que ça va s'amplifier ou pas ? Moi, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on répond ou pas ? Si on n'y répond pas, on peut se dire que ça risque de poser des difficultés. Si on y répond, ça risque peut-être d'améliorer les choses. Voilà. Je sais pas, Agnès, si... Bon, moi, j'aurais un peu plus d'espoir que toi, voyant mes filles, mais bon, c'est peut-être parce que ce sont mes filles, mais non, mais je pense quand même que l'éducation joue un rôle important, et en tout cas en France, intègre quand même toutes ces dimensions-là depuis maintenant pas mal d'années, qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu plus culturel, toute cette réflexion et cette responsabilité. Donc, en tout cas, en France, je pense que les jeunes, effectivement, on a sans doute un peu moins à les convaincre. Maintenant, effectivement, il peut y avoir quand même un effet niveau d'éducation, il peut y avoir aussi un effet niveau de classe sociale, c'est évident. Et puis il y a encore beaucoup de contradictions, forcément, et on les vit tous. Tout à fait. On les vit tous et on a tous nos propres contradictions. Donc je pense que la chose est quand même en mouvement, et moi j'ai beaucoup d'espoir sur ce point. Oui, surtout que quand on reprend, donc l'ADEME édite aussi un magazine qu'on peut retrouver donc en ligne sur le site aussi de l'ADEME, et vous avez gratuit. C'est important de le préciser. Où justement vous parlez de les jeunes sont-ils plus écolos que les autres, et on peut lire, en tout cas, il est annoncé que c'est une bonne nouvelle. Les moins de 25 ans se montrent très concernés par l'environnement. Mais la moins bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas toujours d'actes. Est-ce que les actes sont forcément sur des actions militantes, coup de poing, ou est-ce qu'on peut quand même réussir à être beaucoup plus modéré finalement ? Est-ce que la jeunesse a besoin de faire des coups d'action, des coups de poing, comme on a pu le voir sur les marches pour le climat ou autre, où justement on peut imaginer que cet engagement peut se faire de façon beaucoup plus soft, je dirais. C'est un petit peu ce qu'on a voulu montrer avec notre exercice de prospective dont je parlais tout à l'heure. On montre que quels que soient les scénarios, que ce soit les plus sobres ou les plus technologiques, de toute façon, notre société, dans 20 ans, sera assez radicalement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Donc la question, c'est est-ce que on en discute collectivement, on prend des décisions collectives ? Ça ne peut pas être que individuel, y compris... Souvent, la sobriété, on la voit comme du comportement individuel. Oui, effectivement, chacun de nous a à réfléchir sur sa façon de faire, ce que disait Agnès, mais il faut aussi que la société aide. Souvent, je prends l'exemple, on a parlé du vélo,
je peux avoir envie d'aller à mon travail en vélo. Mais si la collectivité dans laquelle j'habite ne fait aucun aménagement pour essayer à minima de sécuriser, d'apporter des éléments un peu de confort pour le vélo, le vélo va pas se développer. À l'inverse, si une collectivité fait d'énormes investissements pour des pistes cyclables, pour bien aménager, mais que personne ou très peu de gens l'utilisent, ça n'a pas un meilleur résultat. Donc c'est un vrai travail à la fois individuel et collectif, et pas que les jeunes, c'est tout le monde. Voilà, quel que soit finalement le mouvement où on veut aller. Et encore plus si on va, et on le voit bien, et il y a des annonces du gouvernement là-dessus sur la sobriété de consommation. Alors là, ça implique sa transformation de la société, c'est-à-dire qu'on essaie de consommer à minima pour nos besoins. Par contre, il y a toute une partie de superflu qu'il faut abandonner pour ceux qui sont dans le superflu. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, il y a à peu près 20% de gens pauvres, c'est-à-dire qu'ils n'accèdent pas à leurs besoins de base, à savoir se nourrir, se loger, se cultiver, s'éduquer, se soigner, etc., correctement. Donc ces gens-là vont peut-être consommer plus dans l'avenir, si on est dans une société avec ce qu'on appelle dans notre jargon une transition juste, qu'évoquait Agnès tout à l'heure, mais que les 80% autres, eux, vont devoir modifier très fortement leurs habitudes diverses et variées. Et ça ne peut être qu'un mouvement collectif, c'est pas que les jeunes. Voilà. Alors après... quels sont les groupes qui, eux, peuvent pousser ça, c'est la réponse, on l'aura dans l'avenir, mais ça doit être un mouvement collectif et individuel. De toute façon, on n'a pas trop le choix. En matière d'impact sur l'environnement, si on continue de consommer comme on consomme, à un moment donné, il va y avoir un problème. Ah bah oui, non, on a déjà des problèmes, on le voit bien, on est au mois d'octobre, il va encore faire, 26 ou 28 degrés à Angers. Voilà, le problème il est là, les problèmes d'eau on les a, les problèmes de biodiversité, on voit bien les difficultés, c'est pas tenable. Oui, il y a quand même beaucoup de paradoxes effectivement et de contraintes, comme vous disiez, on a tous des biais forcément là-dessus. Il faut essayer qu'on arrive tous collectivement à travailler sur ces biais, ce qui est pas toujours évident, bien évidemment, notamment d'un point de vue aussi financier, parce que quand on parle d'éco, génération éco, c'est aussi l'économie. Et on peut pas donc faire d'écologie sans économie. Déjà, c'est super d'avoir une agence nationale avec une dotation quand même d'1 milliard d'euros pour faire des choses. Mais il faut essayer d'en faire plus. Alors justement, est-ce que vous avez des liens réguliers avec le ministère ? Est-ce que vous avez une influence quand même par rapport au ministère pour justement mettre les bonnes pratiques ou en tout cas les bons scénarios dans les décisions politiques ou pas du tout ? On va parler à deux là, mais j'allais dire tous les jours. Tous les jours, voire plusieurs fois par jour. En fait, le lien, il est extrêmement ténu parce que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Et du coup, le lien est de plus en plus ténu, que ça soit avec les services de l'État en région et le préfet, ou que ça soit avec les ministères au niveau national. Parce que, effectivement, il y a des lois qui se préparent, du coup, on conseille par rapport à ces lois, il y a des réglementations qui se préparent et on conseille et on donne des avis, etc. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'éclairer la décision politique. Donc, on fournit des résultats d'études, on fournit des données, et après, la décision politique se fait. Donc on est vraiment effectivement dans un lien extrêmement ténu. Oui, et c'est tous les ministères en fait. On voit le ministère de la transition écologique, mais le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, et j'en oublie. Le ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a des liens avec les collectivités, en particulier lorsque j'ai dit qu'on avait des directions régionales dans les DOM et dans les DROM. Il y a des sujets qui concernent assez fortement les collectivités. Donc on a des liens avec le ministère des DOM, suivant comment il s'appelle, et aussi bien, effectivement, qu'on l'a dit Agnès, au niveau national qu'au niveau régional. On a des liens avec des députés, avec les sénateurs. Et avec, j'imagine, aussi les grandes entreprises, parce que donc c'est l'agence de la maîtrise de l'environnement et de l'énergie. Donc j'imagine que toutes les grosses structures d'énergie, vous travaillez aussi un peu avec elles.
Oui, alors dans des relations différentes en fonction effectivement des sujets qu'on porte. Mais c'est vrai que ces dernières années, avec le programme France Relance et maintenant le programme France 2030, il y a vraiment un rôle qui nous est dévolu, qui est vraiment de financer la décarbonation de l'industrie notamment, qui nous fait tourner vraiment vers ce monde des entreprises encore plus qu'auparavant. Il nous fait effectivement subventionner ou aider sous forme d'avances remboursables des entreprises qui nous rembourseront après une fois qu'elles ont recouvré, j'allais dire, le projet. Et pour ce qui concerne d'autres types de relations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les grandes entreprises énergétiques sont tenues de faire des économies en finançant des certificats d'économie d'énergie en fait. Et nous du coup on utilise ces fonds-là pour mener des actions qui vont derrière avoir pour objectif des économies d'énergie. Donc on est aussi dans ce lien où on utilise ces fonds avec derrière leur accord évidemment. Et au-delà des entreprises pour les soutenir, notamment sur des projets, on a énormément de relations avec toutes les fédérations professionnelles diverses et variées. Voilà, et elles sont nombreuses au milieu. De la même façon qu'on a aussi beaucoup de relations avec les associations d'élus, voilà, que ce soit l'association des maires de France, des maires ruraux, etc. etc. Donc on a des relations institutionnelles avec tous les institutionnels, et y compris aussi les ONG. Donc on a des relations avec tout un tas d'ONG qui participent également à cette évolution de la société. Voilà, et on fait des travaux ou on fait des soutiens à des actions, à des ONG aussi. Enfin, voilà. Ouais, en tout cas, c'est important de le préciser, effectivement, parce que quand on parle d'agence nationale, on ne sait pas vraiment d'un point de vue extérieur les liens qu'il peut y avoir, et c'est important de repréciser pour les auditeurs, auditrices, que y a des liens qui sont quand même forts et que voilà, c'est pas que du vent en fait. Ça, et puis on est sur un spectre très large. Je vais te dire, on apporte des soutiens à Total, mais on apporte aussi des soutiens à des travaux de l'association Négawatt, qui est anti-nucléaire affiché. Enfin, voilà, parce qu'ils ont des actions, des travaux qui nous semblent aller dans le bon sens, au-delà de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Voilà. Alors, on peut toujours nous critiquer ou nous interroger parce que derrière ces deux structures-là, il y a des philosophies de société très différentes. Ok, très bien, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet. Est-ce que le projet qu'ils font est finalement compatible avec les orientations qui nous sont données et les financements qu'on apporte? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des recommandations que vous avez trouvées donc, au niveau de l'ADEME essentielles qui finalement n'ont pas été suivies politiquement par l'État? Ça, c'est une question difficile c'est une question difficile parce que on est opérateur de l'État, donc on suit les décisions de l'État et du gouvernement. Donc on n'a pas à discuter quelque part. On est là pour éclairer, pour apporter notre éclairage, mais il peut y avoir d'autres éclairages. On n'a pas forcément toutes les cartes en main. Enfin voilà, il peut y avoir des éclairages liés à la préservation de l'emploi, liés à des éclairages aussi ou des décisions purement politiques et dont on n'a pas forcément l'analyse. Donc j'allais dire, ça peut arriver, mais ça peut aussi être justifié. Enfin, et là-dessus, on n'est pas. Enfin, c'est pas à nous de le dire. J'allais dire si c'est injustifié ou à nous de s'en offusquer, puisque c'est évidemment la décision du gouvernement et de l'État qui prime. Quoi. Nous, on joue notre rôle et que notre rôle dans ces décisions-là. Mais on sait bien que notre éclairage, c'est un éclairage. Et c'est pas forcément la totalité des éclairages. Alors c'est vrai qu'on essaye de plus en plus, et c'est l'intérêt de la production de notre expertise, d'avoir une vision systémique, de bien regarder quand on commence à toucher à un sujet, qu'est-ce qui va toucher en matière de déchets, en matière de qualité de l'air. Enfin, vous voyez, les débats qu'on a souvent autour de la pollution de l'air liée à la combustion du bois, on essaye évidemment de les régler, de définir des systèmes de combustion qui vont pas toucher à la qualité de l'air. Donc, on essaye d'avoir de plus en plus cette approche un peu globale. On essaye aussi de réfléchir à
comment est-ce qu'on va accompagner en termes de transition de compétences les projets, parce qu'il faut les accompagner en termes de compétences pour que derrière les emplois soient qualifiés et puissent être produits. Donc on accompagne aussi beaucoup en termes de formation. Donc cette vision un peu systémique, on essaye de l'avoir, mais parfois il nous manque un élément dans l'analyse qu'on n'a pas non plus, et qui fait que peut-être la décision est pas prise parce que voilà, elle coûte trop cher, c'est pas le moment, politiquement c'est compliqué, ou ça va créer trop de freins ou de rejets auprès de telle ou telle population, etc. Et ça, c'est des éléments du coup qui vont finalement amener une décision politique qui pourra être un peu différente de celle qu'on aura prévue. Mais j'allais dire, c'est normal. Oui, il ne faut pas se sentir frustré. Voilà. Chacun son rôle. Chacun son rôle. Pour compléter la réponse d'Agnès, je vais prendre votre question à l'envers. Et je vais prendre l'indice de réparabilité que tout le monde voit maintenant sur des appareils. Oui. Bien, typiquement, nous, on a commencé à travailler avec des fédérations professionnelles, notamment l'électroménager, de l'électronique, pour travailler justement sur un indice de réparabilité. Donc ça, on l'a fait, c'est travaux très techniques dont on n'a pas parlé. Eh bien, lorsqu'il y a eu la discussion d'une loi importante qui est sortie en février 2020, en fait, on a pu amener auprès à la fois du gouvernement, mais aussi des parlementaires, des éléments, alors travail fait avec les professionnels, qui a permis effectivement, dans cette loi, février 2020, la loi dite AGEC, de marquer qu'à partir du 1er janvier 2021, il y aurait un indice de réparabilité. Mais ça a pu être fait très rapidement, parce qu'on avait déjà entamé des travaux. Voilà. Donc on apporte aussi, à l'inverse, on peut citer plusieurs cas, je cite celui-là parce qu'il est assez récent, que tout le monde, je pense, le connaît. Il y a plusieurs cas comme ça où on a fait des travaux bien avant que, éventuellement, l'État y pense ou autre. Et on a pu apporter des éléments qui ont fait que, derrière, on met en place la mesure. On peut citer l'étiquette énergie, il y a plus de 20 ans maintenant. Voilà. Ouais, il y a quand même des choses très concrètes et heureusement. Voilà. Et oui, bien sûr. Et après, comme l'a dit Agnès, c'est pas nous les décideurs. Nous, on apporte des éléments de décision et ensuite le politique fait sa décision. C'est son rôle et c'est normal. Une dernière question. Justement, on parlait donc de la mine d'or d'informations, d'études, des parties aussi spécifiques pour les jeunes et autres. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs auditrices pour les inciter à venir récolter de l'information auprès du site de l'ADEME ? Qu'ils aillent sur le site agirpourlatransition.adem.fr et s'ils sont grand public, enfin s'ils sont particuliers, j'allais dire, qu'ils aillent sur le site particulier, parce que là, pour le coup, on s'est vraiment mis à leur place et on a réfléchi à leur place sur quand je suis en vacances, quand je vais au travail, quand je fais mes achats, etc. À chaque moment de sa vie, finalement, quand je deviens parent, quand je deviens senior, enfin voilà, à chaque moment de sa vie, finalement, quelles sont les questions que je me pose, et on a essayé d'apporter des réponses sous forme d'articles, sous forme de liens vers des contenus, etc. Donc, qu'ils aillent vraiment sur ce site. S'ils sont entreprises, c'est pareil, ils se posent des questions, ils vont avoir des conseils, mais aussi ils vont voir quel type d'aide ils peuvent avoir sur quel type de projet, puisqu'il va y avoir un lien avec toutes les aides qu'ils peuvent avoir, et un lien directement pour déposer du coup des demandes d'aide. Et donc ce site Agir pour la transition, c'est vraiment le site qu'il faut absolument connaître si on veut agir sur ce sujet et avoir des réponses, des conseils, mais aussi des aides. Oui, c'est pour compléter. Alors les interlocuteurs finalement pour les porteurs de projets. Alors là, en sortir du grand public, c'est vraiment pour des entreprises, des collectivités, des associations ou des laboratoires de recherche. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on a toute une partie du budget effectivement qui sert à développer des actions de recherche, financer des actions de recherche par des appels à projets, ou, comme l'a dit Agnès, à cofinancer des thèses. Et donc, si j'ai un projet de recherche, ou si j'ai un projet de thèse avec un thésard ou un labo, l'interlocuteur sera plutôt au siège. Voilà. Par contre, si je suis une entreprise, une collectivité, que j'ai un projet très concret dans ma structure,
je vais être plutôt en relation avec les directions régionales. C'est à grands traits, c'est ça. Il y a quelques exceptions ici ou là, mais globalement, le réflexe, c'est plutôt la direction régionale, sauf en matière de recherche et de travaux très généraux. Ouais, mais c'est important de le préciser en tout cas. Merci beaucoup Jean-Louis, merci beaucoup Agnès pour cet échange. Et puis j'encourage tout le monde bien évidemment à aller sur ces différents sites et aller consulter cette mine d'or d'informations. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et commentaires. Ceci aide grandement Génération Éco à grandir et à exister. Si vous souhaitez contribuer au podcast et nous aider, merci de vous rendre sur le site web generationeco.fr à la rubrique « Nous soutenir ». Merci pour votre fidélité et de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Éco.